Tout le but de Swissborg, c'est d'avancer avec sa communauté. Je pense que 99% des personnes ne laissez pas vos propres clés privées parce que la gestion qu'elle est trop complexe. Ethereum, c'était la reine. Non, est-ce que c'est la reine est-ce que c'est la divorcée? C'est ça qui est difficile à savoir. T'achètes le roi, qui est Bitcoin. T'achètes Moïse, qui est Ethereum. T'achètes Jésus-Christ, qui est Solana. Et t'achètes Swissborg, qui est l'agent qui vous permet de comprendre toutes ces religions. Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour un nouvel épisode de Mythes et Préjugés. Et aujourd'hui, on va parler d'un mythe tenace. Est-ce que Swissborg, c'est une application comme toutes les autres pour acheter des crypto-monnaies? Et pour y répondre, je reçois aujourd'hui Cyrus Fazel. Hello Cyrus, ça va? Salut Carlita, bien et toi, ouais. Trop cool. Écoute, merci déjà d'être venu. On tourne cet épisode pendant la Paris Blockchain Week, qui est un gros événement autour de la crypto. Aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. Peut-être déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Complètement, ouais. Je m'appelle Cyrus Fazel, je suis le fondateur de Swissborg. Je suis d'origine iranienne suisse. J'ai eu un parcours de vie un peu assez intéressant qui était d'une famille qui a finalement est assez noble, qui avait beaucoup d'argent et ainsi de suite, mais qui a tout perdu. Et puis du coup, pour ça, j'ai toujours voulu reconstruire mon patrimoine, devenir indépendant financièrement, commencer à la finance traditionnelle. Et après, je suis tombé dans le milieu de la crypto. Et c'est ça qui m'a permis de créer Swissborg aujourd'hui. Ok, super intéressant. Et donc Swissborg, un peu les bases, c'était quoi que vous vouliez changer à l'époque en créant Swissborg? À la base, c'était vraiment pour permettre de n'importe quelle personne d'avoir un portefeuille pour qui gère ses actions et tous les différents investissements au sein du TradFi. Et petit à petit, quand j'ai vu la technologie de la crypto, je me suis dit, bon, celle de Bitcoin, mais surtout celle d'Ethereum, je me suis dit, tu peux aller encore beaucoup plus loin et tu peux finalement un peu redevenir une sorte de banque privée, mais pour monsieur tout le monde, quoi. Et faire tout ce que nous on fait très bien en Suisse et le passeporter un peu de partout en Europe pour que n'importe quel individu puisse changer de classe sociale, en fait. Ok, permettre en fait à tout le monde de pouvoir investir simplement dans cette technologie. Ouais, et changer vraiment de statut et de classe sociale, parce que tu as une rigidité qui est assez importante dans le monde de l'Europe en général. Et je pense que la crypto, c'est une asset class qui peut vraiment, avec peu de moyens, te faire découvrir quelque chose de très, très, très nouveau en termes de performance. Ouais. Ok. Et donc pour ça, tu as créé Swissborg. Cet épisode marche en plusieurs parties. Donc, je vais te donner un premier mythe. Ouais. En tout cas, quelque chose que moi, j'entends souvent. Ouais. C'est que Swissborg, c'est juste un exchange un peu de plus avec un meilleur design. Ouais. C'est vrai que vous avez un super design. Moi, j'adore l'application. Ouais. Pour la petite anecdote, je suis rentrée dans les cryptos par Swissborg. La première fois que j'ai acheté des cryptos, c'était sur Swissborg. Donc, il y a quand même cette relation historique. Et moi, c'est aussi une application que je recommande à des débutants pour son design. Mais est-ce que vraiment c'est juste une appli de plus en fait avec un joli front et des jolis designs ou est-ce que vous avez quelque chose en plus? Enfin, c'est quoi aujourd'hui concrètement la valeur de Swissborg par rapport à un exchange qui va être aussi centralisé? Ouais, je pense que c'est une très bonne question. Je fais un petit zoom en arrière. La première chose, c'est, je pense, l'esprit qu'on a derrière. Nous, on est né à travers une IC, on a fait un crowdfunding, on a créé un token qui est un des plus grands de l'histoire. Et toujours, tout le but de Swissborg, c'était d'avancer avec sa communauté. C'était pas juste d'enrichir, par exemple, les actionnaires de Swissborg ou ainsi de suite. C'était vraiment d'avancer avec une communauté. Donc ça, c'est le premier point. Et la mission, encore une fois, c'est pas s'enrichir Swissborg, mais enrichir nos utilisateurs. Du coup, ça change quand même énormément la donne par rapport à n'importe quel échange. Numéro 2, en fait, tout est transparent sur Swissborg. Donc ça, c'est bien. Tu peux savoir les frais que tu payes. Il n'y a pas de spread. Très rarement, tu vois ça dans les autres sociétés. On utilise vraiment aussi pas seulement la magie de la blockchain, donc le côté communautaire, ainsi de suite, mais la technologie elle-même. Quand tu places un trade sur Swissborg, ça va directement à faire des échanges sur des échanges décentralisés, que ce soit sur Solana, Arbitrum. Et je pense que je peux le sortir maintenant sur Berachain, parce qu'on va le sortir en 2-3 heures. Donc, le temps que ça va être sorti, ça va être bon. Et ce soir, on en parle. Et on va rajouter de plus en plus de blockchain. Et donc, du coup, vraiment, ton wallet que tu as chez toi, il est connecté en fait aux échanges décentralisés et aussi dans tous les liquidity pools et ainsi de suite. Donc, on est vraiment le plus Web3 possible en termes de philosophie, en plus le plus Web3 en termes de technologie aussi, en fait, ce qui est important. Et ce fait-là
permet d'avoir la meilleure expérience, comme tu dis, en UI ou en UX, mais aussi d'avoir les meilleurs prix en fait aussi. Parce que du coup, au final, beaucoup de gens se trompent et disent que Swissborg c'est un exchange, mais ça ne l'est pas vraiment. On parle plus de broker, c'est ça? Ouais, ou un méta-échange. On est au-dessus de tous les différents en fait, échanges et on essaie en tout temps de faire que tu as l'exécution qui soit la meilleure, dont de se faire avoir le meilleur prix pour acheter ou vendre ce que tu veux en fait finalement. Et donc avec ça, donc, tu fais une expérience utilisateur du fait que vous soyez un méta exchange dessus, en fait, un espèce de layer qui va chercher la meilleure route pour avoir le meilleur prix. Ouais. Vous combinez ça avec des beaux designs, entre guillemets. Ouais. C'est quoi, d'après toi, qui fait la différence sur l'expérience utilisateur qui leur rend, je sais pas, la vie plus facile? En fait, pour moi, c'était toujours été simple. C'est ce micro, je sais pas du tout comment il marche. J'en sais rien. Et je sais qu'il y a un récepteur et c'est tout quoi. Mais je parle dedans et je m'en fous en fait. Et je pense que l'abstraction que Swissborg a toujours réussi à faire, c'est de voir tout ce qui est complexe et derrière rendre une expérience ultra facile. Et je pense pour arriver à mass adoption, pour vraiment que tout le monde utilise la blockchain, tu as besoin d'applications comme Swissborg. C'est juste, tu traites, tu fais ce que tu veux et derrière, tu vois pas que tout est sur la blockchain. Et tu ne sais même pas quelle blockchain tu utilises. Mais tu peux par contre vérifier, tu peux auditer et tu peux voir en fait tout ce qui se passe derrière si tu as envie de le faire. Et c'est pour ça qu'on est très différent de Celsius qui a complètement fait faillite, Voyager qui a fait complètement faillite. Et tous ces différents échanges aujourd'hui qu'ils ont fait plein d'erreurs parce qu'ils n'ont jamais utilisé la blockchain. Et si tu n'utilises pas la blockchain, en fait ça ne sert à rien de faire ce qu'on est en train de faire en fait. Et c'est ça le but, c'est pas juste seulement d'utiliser, mais c'est de vraiment avoir la possibilité de le faire pour avoir les meilleurs prix, la meilleure expérience et pour que tu puisses auditer et ainsi de suite et vraiment utiliser ce qu'on utilise, utiliser vraiment dans ce que tu investis. Et donc, vous formez en fait en même temps. Donc, vous utilisez la technologie de la blockchain. Et moi, je trouve que l'application, le fait que ça a un beau design et que vous ayez toutes ces fonctionnalités, et comme tu disais, il faut bien des applications qui onboard des nouvelles personnes. Ouais. En fait, c'est ça qui vous permet d'éduquer aussi peut-être les personnes sur la crypto et d'apprendre. Enfin, est-ce que vous avez des initiatives qui font qu'un débutant, il préférera se lancer avec Swissborg, tu vois, qu'un autre exchange au final? Ouais, complètement. Et je pense pas que seulement les débutants, c'est que finalement, comme tu as les meilleurs prix pour les échanges, n'importe quelle personne devrait le faire. Numéro 2, je pense qu'il est important, quand tu es en train de faire du yield, très souvent les plateformes disent moi je fais 5%, je fais 7% là, je fais 12% là sur ce token, ainsi de suite. Mais en fait, comment tu fais le rendement? On va en parler, c'est le mythe numéro 2. Mais c'est super parce que tu introduis très très bien. Tu introduis très bien le sujet puisque donc le mythe numéro 2 c'est les rendements. Donc je parle de Smart Yield parce que c'est votre produit. Mais les rendements sur le yield même en général, c'est trop flou pour être vrai. Donc en fait, certains pensent que Smart Yield, c'est juste un peu du marketing, que les rendements, ils sont, on va dire, artificiels. Des fois, il y a même, moi j'ai déjà entendu des gens dire, mais non, mais le yield, c'est que du Ponzi, etc. Parce que je pense que ça vient du fait déjà, ce mythe-là, je pense qu'il vient du fait que les personnes ne comprennent pas très très bien comment la blockchain et tout cet écosystème-là marche. Donc tu es là pour leur expliquer comment est-ce que tu fais, t'allais venir, comment est-ce que tu fais pour calculer des rendements, pour en générer? Ouais, c'est une très bonne question. Donc en gros, tu dois le faire par rapport au risque. Tout est basé sur le risque. Donc tu as 3 niveaux de risque, donc moyen, bas, élevé, bas, moyen, élevé, quoi. Sur le bas, en fait, en général, ça va souvent être du staking de base. Donc, le staking de base, tu valides en tant que proof of stake dans différentes blockchains et ça te permet d'avoir un rendement qui est en général assez faible en fonction des blockchains. Mais le risque est très, très limité, quoi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Proof of Stake, c'est un modèle d'un consensus qu'on va utiliser. Par exemple, Ethereum, Solana utilise le Proof of Stake. Et donc, vous pouvez bloquer une certaine partie de vos jetons pour obtenir un rendement. Et comment est-ce qu'il se génère? C'est parce que vous allez en fait valider, grâce à ce blocage de jetons, des transactions pour vulgariser, simplifier. Et donc, quand vous validez ces transactions, les utilisateurs qui demandent la validation de ces transactions payent des frais. Et vous récupérez une partie des frais. C'est ultra comme ça. Bien expliqué. J'essaye de simplifier pour ceux qui partent de zéro. Après, tu as du liquid staking, c'est un peu la même chose, mais tu as un dérivé par-dessus. Et après, tu as du restaking. Et le restaking, c'est encore une validation encore plus haut niveau. Du coup, il y a encore un peu plus de risques.
Ça, c'est du staking. Donc, ça, c'est le staking. Et là-dessus, à chaque fois que nous, on fait du staking, que ce soit de base, liquid staking ou du restaking, on dit à qui on le fait. Donc, par exemple, Avalanche, on le fait avec nos amis de Suzaku. On fait du restaking sur Avalanche. Sur Solana, on le fait avec Kyros. Et puis, là, tu comprends le risque et puis tu sais à quel point aussi tu as la liquidité. Parce qu'en général, le staking, ça peut être entre un jour à peut-être 25 jours selon les blockchains. Ensuite, après, tu as des yields qui viennent du yield farming. Donc, tu as aussi un truc qui s'appelle Alpha Rewards. Donc, c'est comment apporter des Ethers ou apporter différents sous-jacents de crypto pour que tu puisses commencer à farmer ces différents nouveaux protocoles, comme à l'époque Eigenlayer et ainsi de suite. Donc, tu gagnes un rendement, mais en plus, tu peux commencer à farmer des points et ces points vont tôt ou tard te donner des tokens. Eigenlayer, on a donné, je crois, 3 millions de dollars de reward. On était un des plus gros stakers qui existait sur Eigenlayer. Et la communauté qui ont déposé leurs Ethers, donc moi j'étais très content, on a reçu des drops de ouf, quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. Et voilà, tu as des loans qu'on fait avec Morpho et ainsi de suite. Donc on essaie vraiment de faire comprendre aux utilisateurs que tu as plein de différentes stratégies, tu as plein de différents niveaux de risque. Et tu as surtout plein de contreparties qui sont différentes. Si tu fais des loans avec Morpho, si tu en fais avec Amino, un c'est sur Solana, un c'est sur Ethereum. C'est différents sets de risque. Si tu le fais sur Aave, c'est encore un autre set de risque. Et en fait, nous, on essaie vraiment de faire comprendre à l'utilisateur final d'où vient le yield. Parce qu'on dit en anglais, if you don't know where the yield is coming from, you are the yield. Donc, si tu ne sais pas d'où vient le yield, si tu ne sais pas d'où vient le rendement, tu es le rendement. Ça veut dire tu fais partie du Ponzi. Et encore une fois, je m'expresse là-dessus, les meilleures sociétés du monde, les plus grosses sociétés du monde, en 2022, ont fait faillite à cause de ça, dont BlockFi, dont Voyager, dont Celsius. Et en Allemagne, il y en a eu d'autres, et ainsi de suite. Et plein de contreparties n'ont jamais compris d'où venait le rendement. Donc en fait, vous faites vos propres... vous avez des gens en interne qui font ces stratégies-là pour le yield, qui vont dire, on va accorder tant de pourcentage à du staking, tant de pourcentage à du restaking, liquid staking, tant de pourcentage à du borrowing, lending. Maintenant, c'est un tout petit peu différent. C'est plutôt, nous, on fait la due diligence sur tous ces différents niveaux de protocole. On fait constamment du monitoring, ainsi de suite. Et après, c'est l'utilisateur final qui va choisir où est-ce qu'il veut aller, en fait. On regroupe plus tout ensemble. C'est vraiment l'utilisateur final qui va se dire, moi, je préfère faire ci, ça, ça. Et en fonction de ce qu'il fait, on dit, le niveau de risque, il est un tel et un tel, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que quand tu es blockchain native comme personnellement, ou comme l'équipe qui est encore bien meilleure que moi, tu comprends vraiment en fait où va le marché, tu comprends où va la technologie et tu te positionnes justement sur des protocoles dans lesquels ils vont faire du rendement mais qui vont rester sur le long terme, quoi. Et est-ce que ça fait encore du sens aujourd'hui d'avoir ces produits de yield et de DeFi par rapport au fait que tu vois à un moment c'était un peu la mode de la DeFi, il y avait eu la DeFi Summer, etc. il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hype sur d'autres sujets que la DeFi. Ça fait toujours sens d'avoir ce type de produit, c'est très demandé, c'est... Le DeFi a montré au cycle numéro 3, donc entre 2020 et 2022, qu'il y avait vraiment un vrai use case et aujourd'hui encore plus finalement. Donc, le yield, mais encore les échanges, c'est encore plus et c'est pour ça qu'on est passé aussi les échanges décentralisés. Donc, on doit absolument avoir un intérêt parce que finalement, c'est la partie financière de la crypto qui, je dis pas la plus importante sur l'infinité, mais aujourd'hui, c'est un gros use case. Donc, il faut absolument travailler là-dedans, comprendre ce qui est nouveau, pour aussi pousser les tokens qui, on pense, qu'ils vont avoir un avenir assez important. Et typique Morpho, c'est un protocole dans lequel on est un des premiers à faire ça. C'est un super protocole aujourd'hui de Londres, quoi. Et français en plus. Et français en plus. Et donc, tu parlais de risques tout à l'heure. Quels sont les risques avec ce... Alors, est-ce que tes utilisateurs prennent un risque ou est-ce que tu prends le risque pour eux? C'est les utilisateurs qui prennent le risque et on les documente vraiment là-dessus. Il y a vraiment une due diligence qui est faite de façon assez incroyable pour vraiment tout comprendre où est le risque, en fait. Et après, non, c'est l'utilisateur final qui doit prendre le risque. Ça, c'est important, je pense. Et du coup, en parlant de risque, on arrive à mon mythe numéro 3. Donc le mythe c'était laisser ses cryptos sur une plateforme ou sur que ce soit un exchange ou un broker. En l'occurrence on peut même parler de Swissborg. C'est dangereux.
il y a plusieurs influenceurs, plusieurs personnes, quand elles vont faire des vidéos, elles vont toujours dire, mettre ce petit disclaimer, attention, si vous laissez vos cryptos quelque part, vous ne les possédez pas, ce n'est pas les vôtres, etc. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce mythe-là comme ça? C'est qu'il n'y a pas longtemps, j'avais une discussion avec mon beau-père que j'ai mis dans les cryptos, comme ma mère, comme toute ma famille. Et donc, il avait une réflexion de se dire, mais en fait, c'est pas si dangereux que ça, dans le sens où, tu vois, dans la crypto, on voit beaucoup, beaucoup de hacks. Est-ce qu'on n'est pas plus safe, au final, d'être sur une plateforme qui va nous protéger? C'est un peu la question que j'ai à te poser. Tu vois comment, toi, ce truc-là? Je pense que 99% des personnes ne faites pas vos propres clés privées parce que la gestion qu'elle elle est trop complexe. Je pense que ça, c'est la vérité. Je regarde la caméra exprès. La vérité, c'est que je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2%, 5% peut-être des personnes qui peuvent vraiment gérer ça et qui ont vraiment un setup et ainsi de suite. Mais sur les millions d'utilisateurs qu'on a, il y en a un qui meurt tous les semaines. Et qu'est-ce qui se passe à cette personne-là? Nous on contacte, la famille nous contacte par la suite, le notaire nous contacte. Et nous, on arrive à retrieve son compte et on arrive à donner son compte à sa femme ou à ses enfants et ainsi de suite. Et ça, c'est déjà un des cases. Le case numéro 2, c'est que la personne juste elle perd ses clés, et ça arrive constamment. Et la numéro 3, c'est qu'elle se fait hacker, quoi. Et on le voit sur Crypto Twitter, même des gens qui sont ultra confiants, ainsi de suite, des anciens gars de Swissborg qui étaient là à dire « Ouais, mais non, moi, ça sert à rien. Moi, je suis un spécialiste, ainsi de suite. Je vais faire ma vie. » Puis à un moment, je stake sur du Cosmos. Et puis, au lieu d'aller sur AV, tu vas sur un triple A ou un A au lieu de 2 A. Et en fait, c'est plus le même site et tu te fais ficher direct, quoi. Ouais. Et comment vous gérez ça, la sécurité des fonds de vos utilisateurs? Tout est ségrégé, en fait. Ce qui est assez cool chez Swissborg, c'est que tout est ségrégé. Chaque personne, en fait, c'est une blockchain. On a créé une blockchain, en fait. Il n'y a aucune différence avec des clés privées, ainsi de suite. La différence, c'est que il y a quand même un côté qui est centralisé. Et de ce fait-là, en fait, et la dernière chose, c'est que tout est basé sur du MPC. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu plein d'erreurs. En tout cas, c'est d'un des sexes qui a perdu quand même 450 000 Ethers. Mais leur système de sécurité, je ne pense pas qu'il était aussi bon à ce qu'il devrait être. Donc, nous, on travaille que du MPC, que du Multi-Party Computational. Tout le monde travaille sur du multisig. Et ça, c'est la même chose que du multisig. C'est au lieu de donner ABC à une personne, D, E, F, G, H, I juste sur 3 codes, tu fais la même chose, mais tu encryptes toutes les lettres. Tu les passes à travers tous les différents multisigs. Et en plus, derrière, tu re-encryptes derrière pour que tu aies 2 ou 3 couches, en fait, qui permettent plus difficilement quand même de se faire hacker. Et là-dessus, nous, on travaille avec Fairblocks, on travaille avec Cordial, on travaille avec plein de différents systèmes dans lesquels on est ultra confiant aussi. Après, qu'on soit juste clair, personne n'est 100% hack-proof dans le monde, ça c'est clair. Oui, c'est impossible. Il y a toujours des failles quelque part, mais je veux dire, il y en a aussi sur les banques. Surtout sur les banques. Voilà, mais parce qu'on parlait de ça, et c'est vrai qu'on parle, tu vois, on parle souvent de crypto, de hack en crypto, etc. Mais il y a des hacks, je veux dire, dans la finance traditionnelle. C'est juste qu'on le voit plus en crypto parce que c'est nouveau, donc ça attire plus, et les gens connaissent moins, donc ils se font plus souvent avoir, mais il y en a partout. Comment est-ce que tu l'as évoqué, donc il y a eu un hack d'un énorme exchange il n'y a pas très, très longtemps, quand ils ont voulu bouger des fonds. Ils ont couvert tous leurs utilisateurs avec leurs fonds propres. Enfin, je ne sais pas exactement, puisque le hack venait d'un des prestataires qu'ils utilisaient, en l'occurrence, qui s'appelle Gnosis. Et donc, peut-être qu'ils se sont arrangés, il y a un deal. Enfin, en tout cas, on ne sait pas parce que c'est pas public. Non. Je ne sais pas si c'est eux qui ont remboursé ou peut-être ils ont eu un deal avec le prestataire. Mais en tout cas, ils ont couvert la perte de leurs utilisateurs. Est-ce qu'il y a des... Enfin, par exemple, Swissborg, vous êtes réglementé. Vous avez le PSAN en France, prestataire sur service sur actifs numériques. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, des normes... À chaque fois, je l'oublie celui-là, le PSAN. Le PSAN. Que vous avez des normes qui veulent... Qui vous disent, voilà, si les utilisateurs perdent des fonds parce que vous faites hacker, alors vous devez les rembourser. Enfin, ça marche comment? C'est une bonne question. Il n'y a pas encore aujourd'hui... Il y a de plus en plus un ratio, en effet, de capital que tu dois avoir en réserve pour couvrir un certain nombre d'assets. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui.
Mais ça va de plus en plus comme une banque, en fait, finalement. Par exemple, en Suisse, ce que je sais, c'est que s'il y a un hack chez UBS, qui est une de mes banques, en gros, tu as jusqu'à 100 000 francs, tu peux être remboursé. Oui, qui est couvert. Après, le reste, non. Mais, et je sais qu'il y a des liquidités ratios qui vont se faire. Il y en a déjà au Japon, ceux qui ont mis ça en place après ce qui s'est passé avec mon Gox. Mais déjà assez tôt, entre 2007 et 2018, parce qu'à l'époque, on avait un bureau au Japon. Donc je sais qu'ils en avaient. Mika, je ne suis pas sûr qu'il y a tout de suite, il y a encore un ratio, mais il va venir. C'est une question de temps. Oui, parce que du coup, tu vois... Mais en Smart Yield, on avait ça d'ailleurs. En Smart Yield, on avait mis toutes les stratégies ensemble. On avait en effet, je ne sais plus, mais il y avait, si je me rappelle bien, il y avait 15% des frais qui allait sur un security fund, et qui permettait de, s'il y avait un hack, couvrir ce hack en fait. Ok, parce que du coup, moi je parlais de ça et je disais, c'est vrai que quand tu prends tes clés privées, que tu prends tes cryptos sur ton wallet, alors aujourd'hui moi je pense que j'ai quand même 80% de mes cryptos qui sont hors exchange ou broker, mais du coup tu prends la responsabilité et le jour où tu te fais hacker par exemple, tu n'as plus la main sur les fonds, c'est terminé. Personne va te rembourser, que tu les aies achetés sur un exchange, tu peux appeler l'exchange, l'État, qui tu veux, la police, c'est fini pour toi. Par contre, quand du coup, et là on l'a vu avec Bybit, tu vois, leurs utilisateurs, entre guillemets, alors c'est vrai que c'est pas eux qui sont fait hacker, mais au final, ils ont été couverts. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux des fois, et c'est un débat qui est 100% ouvert, il y a des gens qui pourraient être très contre et je sais que les maxis seront sûrement outrés par ce que je dis, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux des fois laisser ces cryptos sur un exchange et se dire potentiellement s'ils se font hacker, en fait je vais être couvrir d'une certaine manière, que se dire je prends totalement la responsabilité. Je pense qu'encore une fois, ce qui est très important, c'est que si tu n'as pas un setup et tu as un mindset où tu es vraiment un free rider de l'extrême, il reste sur la piste. Et juste être sûr que la piste, c'est dans une station qui est correcte. Et là, c'est la même chose pour la crypto. C'est sûr que tu es avec un partenaire qui a un track record depuis longtemps, qui est régulé dans ton pays. Dans ton pays. Je répète qu'il est régulé seulement dans ton pays. Parce que s'il est régulé dans notre pays, en fait, tu t'en fous. T'as rien. Et on le voit avec plein d'autres différents échanges que c'est très compliqué, quoi. Sur Celsius ou sur FTX, si tu avais un peu de crypto, c'était pas un problème. Si tu avais beaucoup de crypto, tu n'as jamais été remboursé, ou très peu remboursé, jusqu'à la hauteur de un tiers. Tout le monde dit qu'on était remboursé à l'auteur de 3 quarts. Ça, c'est si tu avais peut-être 5-10 000 balles. Si tu avais plus de 10 000 balles, en fait, tu n'as jamais été remboursé, quoi. Et parce que tu es le droit américain, ainsi de suite. Et les Bankrupt Act est très différent de ce qui se passe en Europe, et ainsi de suite. Donc, je pense que si tu as un local qui a un track record assez important, c'est la première chose. Et numéro 2, est-ce qu'il est local ? Et après, 3, est-ce que tu te sens vraiment bien ou pas, quoi. C'est important. Oui, après, je pense que les débutants, tu vois, en tout cas, moi, je le conseille pour les personnes qui veulent vraiment apprendre la crypto. Enfin, moi, je distingue des personnes qui veulent s'intéresser et apprendre la crypto et les personnes qui veulent juste investir dans la crypto. C'est deux personnes qui sont totalement différentes. Mais pour celles qui veulent s'intéresser, tu vois, rien n'empêche de, derrière, acheter un ledger, un hardware wallet et tester avec une petite somme. Tu vois, tu achètes tes cryptos sur Swissborg, tu laisses une grande partie et quand même, tu te dis, voilà, je vais apprendre comment sécuriser mes assets avec une petite partie de ce que tu as acheté pour au cas où tu les perds, tu te fais hack, tu les envoies sur la mauvaise adresse, bon, c'est pas très très grave, mais quand même tu apprends à gérer tes fonds, etc. Enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne chose au final d'avoir... Aujourd'hui, on a on a plein de solutions et après, c'est à chacun au final de trouver la sienne et celle qui correspond. 100%. Le dernier mythe, il est peut-être moins en rapport avec Swissborg, mais plus avec le marché en général. C'est un mythe qu'on entend souvent et je pense que vos utilisateurs le disent souvent. C'est qu'il est trop tard pour investir dans la crypto. Et que beaucoup de gens, ils pensent qu'ils ont raté le train, vraiment, sérieusement. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens-là ? C'est marrant, j'étais avec un bon pote qui est dans la crypto depuis toujours et j'étais à Saint-Gall à un Start Summit. C'est là où j'avais décidé de faire la ICO en 2017. Et puis il m'a dit, t'as un rappel, l'enfant, c'était en 2017. Et je t'avais dit, putain, Cyrus, fais chier, j'ai que X de Ether. Et j'aurais dû acheter beaucoup plus. Maintenant, à $100, honnêtement, ça sert plus à rien d'acheter à $100, quoi.
Et voilà, c'est la même chose, quoi. Tu vois, oui, bon, aussi quand je vois Nvidia, ça me fait chier de dire, quand j'étais gosse, je jouais tous les jours sur des PC. J'ai jamais acheté l'action Nvidia. Bon, il y a Nvidia aujourd'hui et une des plus grosses actions de l'histoire, quoi. Donc, c'est clair que ça fait toujours, ça t'embête de rater ces x100 ou ces x50 ou Nvidia ces x5. Mais si tu arrives vraiment à croire où va aller la crypto, c'est juste. Le Bitcoin valait $1 million. Le Bitcoin valait $1 million. Je l'ai dit il y a longtemps, je l'ai redit, tout le monde s'est toujours moqué. Il valait $1 million. Donc, ouais, bah, c'est sûr, tu l'achètes maintenant à 80, c'est moins bien qu'un 1, mais c'est probablement moins bien qu'un million, quoi. Donc, après, si tu regardes maintenant toutes les autres, bah, Ethereum, c'était la reine. Non, est-ce que c'est la reine ou est-ce que c'est la divorcée? C'est ça qui est difficile à savoir, quoi. C'est la Bitcoin question. restera toujours le roi, ça, il n'y a aucune différence. Même est-ce que la reine, maintenant, c'est Solana? Est-ce que la reine, c'est Ethereum? Est-ce que la reine va être Berachain? Est-ce que la reine va être une note layer 1 comme Avalanche? On n'en sait rien, en fait. Et comme on est toujours au moment où la plupart des gens, personne n'utilise la blockchain, on peut pas savoir qu'est-ce qui va être le layer 1 qui va vraiment devenir la reine ou avoir peut-être plein de reines ou des reines et des princesses et des princes, ainsi de suite. Donc, et là, on est encore sur le protocolaire. Donc maintenant, c'est les applications. Les applications, alors oui, en DeFi, il y avait Aave qui était super cool. Maintenant, tu as Camino et tu as Morpho qui est dans les loans. Est-ce qu'ils vont grossir? Oui. Est-ce qu'ils vont en avoir des nouveaux? Je te le certifie. Des échanges décentralisés, oui, il y a Uniswap, oui, il y a Raydium, il y a Orca, il y a Trader Joe ou Pharaon ou j'en sais rien, Beradex et ainsi de suite. Mais c'est encore tellement early. Et je parle même pas des jeux vidéo, je parle même pas de social media, je parle même pas de decentralized science et je parle pas de tous les secteurs qui vont devenir de plus en plus gros en fait. Et donc de ce fait-là, on est encore, je sais pas, en 2002 de la tech, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis, je pense que tu vois justement, les cryptos qui, en tout cas d'infrastructures, qui ressortiront dans le top 10, ce seront des cryptos sur lesquels on aura, parce qu'aujourd'hui, on construit beaucoup d'infrastructures. Ouais. La réalité, c'est que, tu vois, quand tu as un débutant qui vient te voir qui te dit, mais sert à quoi la crypto? Bah, c'est qu'il y a très, très peu de cas d'usage concrets aujourd'hui qui existent et qui sont en place. Tout simplement parce qu'avant de construire les cas d'usage, il faut construire la technologie sur lesquelles ils vont se baser. Donc, c'est ce qu'on fait. Et moi, c'est mon avis, mais je pense que, comme tu dis, après, je suis très pro-Ether, mais moins que Bitcoin. Mais j'aime beaucoup Solana aussi. Et ce sera en fait la blockchain d'infrastructure qui aura le plus d'applications, qui viendra accompagner Bitcoin, quoi. Mais encore, il y a très peu d'applications où il y a 1 million d'utilisateurs, quoi. Donc, on est 8 milliards. Donc, il y a quasiment aucune application dans le monde qui utilise la blockchain qui a 1 million d'utilisateurs. Je répète ce que je viens de dire, quoi. Donc, nous, on est une des rares. Mais après, tu as quelques DEX et peut-être Catching sur NIR ou, je sais pas, le truc pour marcher, là. Comment ça s'appelle sur NIR, là Sur NIR, Moonwalk, non, ça c'est sur Solana. Mais c'est pas grave. Mais il n'y en a pas encore vraiment, c'est ça que je veux dire. Donc, le jour où tu auras une application comme X ou un autre social media sur la blockchain qui sera vraiment cool, Farcaster, il y a quelques personnes, mais on est encore petit, là, tu vas avoir vraiment beaucoup de transactions qui vont se faire. Et là, tu vas dire, là, c'est sur quelle blockchain? Et là, tu vas dire, cette blockchain va prendre énormément de... Parce L2 et L1 va prendre énormément de phares. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et on est ultra loin, malheureusement. J'aimerais bien faire un saut dans le temps, voir le futur comme non, ça. surtout, j'aurais préféré qu'aujourd'hui, on en soit beaucoup plus avancé qu'on est, mais on n'est pas, en fait. On n'est pas encore. Et c'est quel... Est-ce que tu trouves que les utilisateurs qui rejoignent Swissborg, ils ont conscience de tout ça? C'est quoi le type de profil que vous avez? Je pense qu'on a des experts qui sont vraiment forts, qui sont avec nous depuis longtemps. Tu as des gens qui sont de temps en temps, qui font un peu de trading et d'autres qui viennent dès qu'il y a un bull, quoi. Et qui malheureusement n'ont pas la meilleure des expériences parce qu'ils investissent toujours très souvent en haut et puis ils oublient de réinvestir quand on est en bas. Et je pense qu'ils ont, en tout cas, ils réalisent qu'on essaye de créer
la meilleure expérience. Juste avant, on faisait qu'un filtre, on ramenait que les meilleurs projets. Mais les gens ils disaient mais non, mais Cyrus, franchement, vous le listez trop tard, ça fait chier, tous ces tokens ne sont pas. Du coup, on a fait exactement l'inverse. Avec les DEX, on a dit ok, maintenant on a tous ces DEX, on peut lister n'importe quoi sur Solana, Avalanche et à partir de demain matin, Berachain. Là, ce qu'on essaie de faire aussi qui est très différent chez Swissborg, c'est de plus en plus responsabiliser notre communauté. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. Pour ceux qui ne savent pas, en 2018, on a les premiers référendums, il y a eu 20 000 personnes qui ont voté. Si on devait faire une application mobile ou desktop. Moi, je voulais absolument desktop, on a eu mobile. Et puis, c'est la communauté qui choisit. Exactement. Mais le cofondateur Anthony, il avait un peu poussé la communauté pour voter, j'ai l'impression. Ça a toujours été pas un mythe celui-là, mais un vrai celui-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir de... Donc chaque mois, on a une votation sur n'importe quel sujet. Et là, la votation qui a eu lieu, c'est sur la gouvernance de comment lister les tokens. Et justement, on veut de plus en plus, toi et plein d'autres personnes de la communauté qui utilisent la Swissborg, de dire qu'est-ce qu'ils veulent lister pour se dire, en fait, je deviens un ambassadeur en fait, de ces tokens. Et ça, c'est super important parce que, comme tu sais, dans la crypto, il y a énormément de crypto. D'un moment, tu es amoureux où tu dates vite fait un token, puis le lendemain, non, je le connais pas du tout, c'est un connard ce gars, en fait. Tu vois. Et l'idée, c'est de justement dire, non, les gars, vous avez voté pour ça. Et surtout, vous, ce club-là au sein de Swissborg, vous êtes à fond dans Borghi, par exemple, notre meme coin. Soyez fiers et poussez ça au niveau de la communauté pour voir qu'est-ce que vraiment la communauté veut, en fait. Et c'est ça qui a toujours été un peu ce que Swissborg a voulu mettre. Mais alors, ça me pose une autre question. Tu vois, je pense que vous avez quand même pas mal de gens qui débutent. Comment est-ce que tu fais pour essayer de leur apprendre, parce qu'au début, c'est ce que tu disais, limite, c'était vouloir les protéger en listant que des gros trucs et pour pas qu'ils se perdent. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de demandes de la communauté que on peut pas avoir que 3 cryptos sur sa plateforme. Donc, vous prenez l'autre pari. Comment tu fais pour onboarder des débutants sans leur vendre du rêve et sans les perdre dans peut-être des meme coins qu'ils maîtrisent pas du tout et où ils vont perdre tout leur argent, tu vois? On fait du tracking behavior basé sur les profils. Si tu veux. Donc, il y a des corps, si ton père télécharge l'application ou des personnes qui sont au-dessus de 50 ans, en général, ils vont recevoir une vidéo ou du texte et ça va leur dire si vous êtes débutant en crypto, on a différents bundles. Les bundles, c'est des paniers où il y a différents jetons dedans et en fonction de ce que vous aimez bien, il y a un starter pack. Dans celui-là, on vous dit, vous achetez juste, je sais pas, si vous déposez 10 000 balles, ça va vous directement acheter ces 5 différents tokens qui vont se poser sur les best of blockchain, des meme coins ou ce que tu veux comme thématique. À partir dans quelques jours à semaines, ça aussi c'est un nouveau, c'est on a des comptes gérés, donc des mandats gérés. Donc si tu n'as vraiment pas envie au départ, tu as juste envie de te positionner sur la crypto, mais tu n'as pas envie toi-même de faire cette gestion active, tu as aussi des mandats qui vont arriver. Et sinon, comme je dis tout le monde, tu achètes le roi. Abraham qui est Bitcoin, ensuite tu achètes Moïse qui est Ethereum, tu achètes Jésus-Christ qui est Solana et tu achètes Swissborg qui est l'agent qui vous permet de comprendre toutes ces religions. Et je pense que ça c'est un starter pack aussi qui est juste. Mais ceci n'est pas un conseil en investissement. Et tout investissement comporte des risques. Donc. Énorme, surtout la crypto, ouais. Meilleure asset class du monde pendant 15 ans, mais aussi pendant 4 ans, c'était la pire asset class. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Et après, on essaie quand même de former les gens pour qu'ils disent, DCA, donc comment faire de l'auto-invest, avoir un plan régulier, et ainsi de suite. Que toujours timer le marché, c'est ultra complexe, comme tu le sais. Mais par contre, rester longtemps dans le marché, c'est toujours ça qui fait qu'à la fin, tu vas vraiment bien gagner. Et si tu as, je sais pas, 10 000 balles, tu déposes 10 000 balles, tu commences à acheter ces différents tokens ou ces différents bundles chaque mois et petit à petit. Puis chaque mois après, tu remets, quand tu as investi tous les 10 000, tu réinvestis chaque mois X% de ton salaire. Et sur le moyen long terme,
bah, tu vas faire énormément de rendement sur le court terme. Bah, t'en sais rien, tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux avoir des moments, tu peux vraiment être en dépression avec la crypto. Mais sur le long terme, comme tu le sais, bah, après un cycle, en général, tu peux facilement faire de la performance absolue bien nettement supérieure à n'importe quelle asset class. Que le CAC 40 fait du 4% annualisé, l'immobilier fait du 2%, qui est très bien pour les gens qui sont très fortunés. Pour les gens qui ne sont pas fortunés, ben, moi, j'ai toujours vraiment, vraiment revendiqué d'aller dans la crypto, quoi. Et tu vois la différence, et peut-être c'est plus ou moins ma dernière question, après j'ai un petit jeu pour toi, avec le cycle de 2017 ou 2021, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois, qui sont rentrés, et moi j'en fais partie, au dernier top, donc en 2021, enfin du coup avant-dernier, puisque depuis on avait retouché un top sur Bitcoin. Le cycle est un peu différent dans le sens où pas toutes les cryptos ont explosé, comme vous aviez pu le voir en 2017-2021. Est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que tu penses qu'il faut juste attendre et qu'on est impatient? Ou est-ce que tu penses que ça va changer étant donné les enjeux politiques et économiques aujourd'hui? Cycle 1, 2010-2014, c'était un cycle de gens un peu chelous. Et c'était que du Bitcoin en gros. 2015 ou 2015-2018, c'était les ICO, donc Swissborg, et le renouvellement de comment Web3 allait devenir. Ultra décorrélé tous les marchés financiers parce qu'il n'y avait pas vraiment de vrai argent institutionnel. À partir de 2019 à 2023, c'était celui de la DeFi et aussi quand même de l'argent qui venait du monde traditionnel. Donc il y avait pas mal de hedge funds qui sont positionnés. Juste quelques hedge funds, mais des gars ultra smart, Paul Tudor, ainsi de suite. Donc il y avait quand même de gros hedge funds, dont c'était ma carrière avant. Et on commence à regarder le marché de crypto un tout petit peu comme un peu le marché traditionnel. Donc une injection de liquidité qui s'est fait après le Covid. Le Bitcoin s'est fait défoncer à l'annonce du Covid, ce qui était bizarre. Qu'à la base, le Bitcoin était quasiment négativement corrélé au Nasdaq. Puis tout d'un coup, il devient un tout petit peu corrélé parce que il y a des gens qui étaient aussi de la crypto qui disaient « Attends, mon TradFi bro, là, il est en train de shorter le truc, est-ce que je dois tout vendre ?» Et puis derrière, les hedge funds, ils disaient « Ah, mais attends, ça c'est du Nasdaq+, ça, on short, tu vois. » Donc, tu as eu un peu une corrélation et tu as eu ce truc de liquidité, le M2, qui est un peu la corrélation entre l'injection de la Fed ou quand tu cut les rates par rapport à comment ça va doper, en gros, l'économie ou directement la bourse. Fin 2022, crash de liquidité, on augmente les taux et de nouveau, ce fait-là fait qu'on ça crache aussi un peu la crypto et la crypto a réussi, on te rappelle très bien en 2022, une année très complexe qui a créé ces rides, je crois qu'on a tous. Maintenant, on est complètement dans un marché rationnel, non plus irrationnel du tout, qui est corrélé au Nasdaq malheureusement, ce qui est la vérité. Il y a de plus en plus de TradFi guys qui sont dans la crypto. On l'a vu avec les inflows des ETF, surtout sur le Bitcoin, un peu sur Ethereum, mais probablement un peu sur les autres. Donc on est maintenant sur un marché aussi très sophistiqué où il y a aussi plusieurs market makers. On vient de voir tout d'un coup le plus gros market maker de l'histoire, donc le cancer de la finance, rentrer dans la crypto qui s'appelle Citadel. Ouais, c'est assez triste malheureusement. Ils étaient déjà dans la crypto, juste pour être clair, mais ils n'étaient pas à travers Citadel, c'est à travers, comme tous les groupes, ils ont plein de petits autres groupes. Donc maintenant, en gros, le marché il devient de plus en plus sophistiqué, mais sur les grosses cryptos, il y a toujours les pépites qui vont permettre de faire des bot holds, qui vont faire des plus 10 000%, moins 99%. Eux, ils ne seront jamais impactés par cela, donc il y a toujours ces moyens d'aller faire le thé mou de la crypto, quoi, et sortir des pépites. Et voilà, là, on arrive sur un marché dans lequel Trump dit que il faut pumper, ça pump, dump maintenant avec ses tarifs, le truc dump. Puis hier soir, tu as vu le dîner, ça pump. Et la vraie vérité, c'est quel est le narratif? On a eu le DeFi en 2021. Au Summer de 2020, on a un narratif qui était très cool, un peu la métaverse qui était du coup un tout petit peu moins cool sur l'application, mais qui avait quand même des trucs extraordinaires, dont Seb Borget était un des précurseurs de ça.
C'était clairement les NFT, cette valeur. Les Moi, NFT, je suis rentrée en les jeux. 2021. La première fois, j'ai acheté des Ethers sur Swissborg pour les transférer sur un MetaMask pour acheter un NFT quand même, qui était totalement une arnaque, bien évidemment. Ouais. Ça peut pas faire ça. Mais il y avait quand même Axie Infinity sur les jeux, tout ça. Oui. Et voilà, maintenant, on a eu en 2024 les mimes. Super cool. Mhm. Parce que les mimes, ça permet à faire des fair launch de ce que nous on faisait dans nos ICO. Donc on dit les VC, vous êtes mignons, mais vous ne servez à rien. Donc vous ne savez pas autant que la communauté en fait de token holder. Parce qu'avoir un investisseur qui détient 10% de la supply ou avoir 1 million ou 100 000 token holders d'avoir 50% de la supply, c'est incomparable. Ouais. Et ça, c'était très cool pour le fair launch, c'était très cool pour Solana. Mais bon, les Beamcoins, voilà, acheter que du bottle et des fart coins, c'est mignon, mais est-ce qu'il y a vraiment un projet derrière? Est-ce qu'il y a vraiment une trésorerie pour que le projet aille d'une blague à un écosystème, comme ce que Shiba a réussi à faire et comme Floki a réussi à faire? Probablement pas. Et maintenant, c'est 2025. Quel est le vrai narratif? Le DeFi, il y a toujours un truc de plus cool, on en a déjà parlé. Le gaming, moi j'ai téléchargé dernièrement Off the Grid qui est sur Avalanche, qui est un jeu de malade mental. J'ai jamais vu un jeu aussi bien. Littéralement, moi perso, de jeu, de vidéo pour tirer les gens, quoi. Shoot 'em game, incroyable. Et voilà, est-ce qu'il va y avoir d'autres applications qui vont ramener 100 000, 200 000, 500 000 personnes qui vont kiffer l'application? Et pas juste pognon, quoi. Ouais. C'est que pognon, bah tu vas flip. Et que ce soit un meme coin, un NFT ou un autre truc, ça va pas créer vraiment de la valeur. Donc, est-ce que le social media va avoir quelque chose de vraiment cool? Est-ce que Decentralized Science? Est-ce que, tu vois... On n'a pas la réponse, on verra. Toi, tu as un truc où tu es bullish dans un secteur ou pas particulièrement, pas plus que d'autres. Il y a beaucoup de secteurs qui ont beaucoup de potentiel. Après, c'est lesquels vont réussir. Enfin, tu vois, il y a toujours l'infrastructure vs les autres secteurs. Ouais. Et c'est en fait à quel point l'infrastructure va devenir assez mature pour accueillir certains use cases. Ouais. Parce que je trouve qu'à un moment donné, tu vois, il y a une infra qui sera beaucoup plus... tu vois, aujourd'hui, pour la DeFi, l'infra est là. Pour de l'IA, on manque d'infra. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des blockchains comme NIR qui prennent ce pari-là d'aller vraiment sur de l'IA. Donc, on verra. On va passer en dernier mythe et préjugé. Donc, c'est un espèce de vrai ou faux. Je ne sais pas si tu connais Hugo Décrypte sur l'info. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'infos et donc il fait des questions en 60 secondes et c'est un peu inspiré de ce qu'il fait. Trop bien. Donc en fait, salut moi, Hugo. Voilà, il me connaît pas, mais s'il passe par là, au cas où. Donc je te donne des phrases. Ouais. Toi, tu vas me dire vrai ou faux. Ça doit aller vite. Tu as 3 jokers, c'est-à-dire que si tu veux expliquer, c'est des phrases qui sont soit très clivantes et c'est évident, soit ça ne l'est pas. Ouais. Si tu veux expliquer ou un peu plus donner de contexte, tu peux utiliser un joker, mais tu n'en as que 3. Il y a à peu près une vingtaine de phrases. Parfait. T'es ready? Let's go. Swissborg est une application crypto comme les autres. Faux. Il ne faut jamais laisser ses cryptos sur une application. Faux. Les rendements en crypto sont trop risqués pour être intéressants. Faux. Swissborg est plus adapté aux débutants qu'aux experts. Faux. La régulation est un frein à l'innovation dans la crypto. Faux. Les apps user-friendly sont la clé de l'adoption massive. Difficile à dire. Ah, vrai quand même, non? À terme, ouais. Mais pas maintenant. Tu penses pas maintenant que y a... C'est trop la compliqué. question est mal posée peut-être. Je pense qu'on n'arrive pas encore à trouver le moyen pour créer cela. Mais à terme, oui, 100%, c'est clair. Moi, je trouve que les applications, tu vois, aujourd'hui, qui sont sympathiques, tu regardes, par exemple, tu parlais de Berachain. Ouais. Berachain, ils ont réussi à faire ce pari de user-friendly. Ouais. Je trouve même dans leur direction artistique, dans la manière dont ils font des ouga-bouga, des machins un peu... voilà, tu vois, mais en fait, ça marche parce que c'est user-friendly et parce que les gens ont l'impression que c'est simple et ils ont l'impression de comprendre. Alors que... quand ça l'est pas, tu vois, moi, j'arrive pas à voir les applications aujourd'hui qui marchent, qui sont pas user-friendly, à part peut-être le site des impôts français, quoi. Mais c'est le seul truc, mais bon, t'es obligé, donc forcément. Je reprends. Il est trop tard pour commencer à investir dans la crypto en 2024. Faux. La DeFi, c'est fini. Faux. Les apps crypto ne sont plus utiles à cause des... les applications crypto, ne sont plus utiles à cause des ETF crypto. Faux.
T'as vu une différence à partir du moment où il y a des ETF ou ça n'a pas de rapport? Non, je pense que c'est tu commences avec les ETF et puis après tu commences à comprendre que les gars ils prennent un rendement sur toi et tu fais pas en fait ce que tu vas faire. Donc si tu fais du Solana en ETF, c'est cool, mais en fait tu donnes 8% à la boîte qui est derrière quoi. Parce qu'elle va faire du Solana. Pas worth it. Enfin, worth it peut-être que si t'as une société, que t'es aux États-Unis et que fiscalement ça doit être plus simple, je suppose. Je pense que le seul use case qui est clair, c'est qu'il y a quand même quelques banques avec aujourd'hui les ETF qui arrivent à collatériser en fait une partie de tes cryptos en ETF. Ça peut être cool. Après, tu peux aussi le faire sur les plateformes. Donc, et probablement moins cher. Ok. La Suisse est un gage de sécurité dans la crypto. Oui. Les smart yields sont trop beaux pour être vrais. Faux. Swissborg ne permet pas de vraiment posséder ses cryptos. Faux. Tu peux toujours withdraw à n'importe quel moment, ouais. Puis encore une fois, tu as une identité sur Swissborg dans lequel tu peux voir toutes tes cryptos en fait. Une appli crypto n'a pas besoin d'une vraie communauté engagée. Faux, ouais. Le token Borg n'a pas d'utilité concrète. Faux. On n'en a pas parlé, mais vous avez du coup, enfin on n'en a pas beaucoup parlé, vous avez un token qui s'appelle le Borg. C'est quoi l'utilité aujourd'hui du coup ? On a toujours été fragmenté par le fait qu'on soit franco-suisse et européen. Donc on est très intellectuel, on a toujours voulu créer vraiment le plus d'utilité possible. Le premier qui était clair, c'était voter. Mais comme je dis, tous les mois, tu votes sur différentes décisions qui sont importantes, qui peuvent vraiment changer la direction complète de Swissborg et du coup changer ton expérience, mais surtout ta fortune. Numéro 2, c'était les premiums. Donc, plus tu as de tokens, tu stakes dans l'application, moins tu as de frais, plus tu as en gros un meilleur rapport avec l'application, tu as un meilleur yield, tu as des produits en avance, tu as les alphas, tous ces différents trucs qui sont ultra compliqués à avoir si tu n'as pas beaucoup de tokens. Tu peux maintenant créer tes propres paniers toi-même en tant que fondeur, avoir un yield dessus par rapport à ça. Donc, on essaie vraiment de gamifier le plus possible avec le token et avoir ce jeton qui soit le centre de Swissborg. Et dernièrement aussi, tous les spin-offs de Swissborg, il y en a plein. Xborg, Galactica, j'étais juste avec le fondeur maintenant d'Agora qui a pris un peu de temps. En fait, nous, on a entre 5% et plus de la supply Swissborg. C'est toujours les deals qu'on a. Et toute cette supply, en fait, va dans un wallet stratégique. On a un fonds stratégique qui appartient, en fait, au token holder, en fait. Okay. Donc, on essaie vraiment de, encore une fois, rajouter de la valeur, en fait. Rajouter sur le token. C'est marrant parce que tu vois, je me plains souvent dans la crypto de voir des tokens qui n'ont pas d'utilité. C'est clair, oui. Et pour le coup, sur les tokens d'exchange, j'en vois. Ouais, c'est vraiment pour le. T'as les R1 et Exchange qui sont les meilleurs tokens en soi, fondamentalement parlant, en gros. Ouais. Sur l'utilité, assez d'accord. Je reprends. Les plateformes comme Swissborg vont disparaître face aux géantes autres comme Binance ou Coinbase. Faux. Il faut déjà être riche pour investir intelligemment dans la crypto. Non, il faut avoir beaucoup de discipline en revanche. Les projets sérieux ne font pas de marketing. Faux. Les Français ne s'intéressent pas vraiment à la crypto. Faux, non, c'est faux. Ouais. Tous les projets crypto veulent juste faire du profit rapide. Ouais, la plupart, je pense, c'est vrai. 99%, ouais, je pense. Le bull run efface tous les problèmes des projets. Mais si je peux revenir avant, je pense comme tu as dit, avec 99%, mais tu as quand même 1% qui vont changer la Terre. Et ça, c'est la vérité. Ça veut dire que sur ton portefeuille de tokens, en 4 ans, à part sur les grosses, tous les autres vont mourir. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut vraiment s'attacher aux grosses ou ceux dans lesquels toi, tu as vraiment un lien affectif de la mission qui est super importante. Et si tu arrives à y rencontrer les équipes, ainsi de suite, mais un gars comme moi, je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais on n'existe plus, quoi. De l'ère de 2017 qui ont fait les ICO, on est personne. Et les fondateurs sont déjà, la plupart des fondateurs des projets même qui existent aujourd'hui, ils travaillent plus depuis longtemps, quoi. Ouais. On est assez rare chez Swissborg, je trouve, pour ça, quoi. Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de projets qui vont
Il y avait d'ailleurs, s'il passe par là, Elotisma. En gros, c'est quelqu'un qui, sur Twitter, qui a fait un algorithme pour analyser le top. Je crois qu'il a fait top 10, top 50 et top 100 de CoinMarketCap sur plusieurs années données. Ça change tout le temps, et si tu holdais, en fait, par exemple, tant de crypto sur le top 20, combien est-ce que tu avais de chances d'être rentable ou pas? Ah, smart. Je t'enverrai le truc si tu veux, mais c'est cool. Catastrophique. C'est vraiment... Et c'est là que tu te dis, bon, bah, peut-être que je vais acheter juste du Bitcoin et de l'Ether, quoi, tu vois. C'est parce que d'un cycle à un autre, ça bouge tellement que si tu t'y connais pas, si tu n'arrives pas à comprendre comment ça marche l'écosystème, c'est difficile. Et tu vois, d'ailleurs, je pense aussi que les gens oublient, et c'est pour ça que c'est cool de recevoir des personnes qui viennent parler de ce qu'ils font, parce que les gens oublient que derrière un token, il y a un projet, c'est-à-dire qu'il y a une équipe, il y a une team, il y a des humains. Et en fait, ça, les gens, ils le voient pas. Donc, soit ils vont voir la spéculation autour de ça, ou l'application, ou le truc. Mais le fait est que demain, tu as un super produit, tu as une super application, mais par contre, tu es horrible avec tes salariés. Et du jour au lendemain, ils partent, ou ils te font un coup horrible. Ton application ne fonctionnera plus, et ton token va dégringoler, tu vois. Et les gens l'oublient, tu vois, je trouve. Enfin... Mais si je peux juste là-dessus, ça en sort un peu du contexte, mais la plupart de mon argent que j'ai fait de façon drastique, donc énormément d'argent, vraiment énormément d'argent sur des tokens, ça n'a jamais été sur des nouveaux. Tout le monde pense toujours les nouveaux, que c'est les meilleurs. C'est jamais les meilleurs, les nouveaux. Les meilleurs c'est ceux qui se sont fait défoncer et qui traitent à moins 90%, moins 90%, et qui tu sais que ce projet va repartir vraiment bien. Typique, en 2017, il y avait... en 2016, pour moi, c'était Dash, où il était vraiment à la casse, et que, en gros, Dash était quand même un écosystème qui était très cool, qui n'existe plus maintenant. J'avais super bien fait. En 2020, c'était AV. Et là, en 2024, il y a encore plein de projets. En 2025, il y a plein de projets qui sont pris une claque monumentale. Et je pense qu'ils vont justement revenir assez fort. Et bien, dernière question qui est un peu en rapport. Est-ce que le bull run efface tous les problèmes de tous les projets? Tu deviens... tu bois beaucoup quand tu es dans un bull run, on va dire. Et tu peux oublier vite l'euphorie. Et en effet, ça peut oublier plein de problèmes. Mais ça n'oublie pas que, en fait, tu vas avoir quand même probablement après une séquence qui est très difficile. Et si tu n'arrives pas à comprendre et vivre ces différents cycles plusieurs fois... probablement ça va te compliquer de nouveau, tu vas être un peu en bad trip et le projet potentiellement peut aller à zéro, quoi. Ok, intéressant. Et pour conclure, merci pour toutes les réponses. Quel est selon toi le plus gros malentendu autour de Swissborg? Je pense que c'est les frais, ouais. Les frais? Ouais, je lisais hier tous les reviews sur tous les 1 étoile, c'est les frais en fait. Prends l'app, prends l'application, ok, et prends une autre application. Et demande à ton pote, mettez-vous à 5 et essayez d'acheter avec des euros ou peu importe ce que vous voulez un token. Même si vous n'êtes pas premium, en fait, on va être moins cher que n'importe quelle plateforme. Et tout le monde pense que, ah non, c'est suisse, c'est plus cher. Que ça, on comprend, c'est logique. Mais en fait, pas, non, on est des hippies, on est même si c'est mieux en termes d'expérience, c'est mieux en termes de design, c'est mieux en termes de communauté, de valeur, ce que tu veux. C'est du bio de crypto, en gros. Ou du fair trade, pardon. On devrait dire ça, c'est Swissborg comme les fair trade de la crypto. On est moins cher, en fait. On arrive vraiment à que le mec arrive à acheter les tokens de façon moins chère. Après, on parle juste, nous, de commission, donc on prend, et c'est complètement transparent. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu as des échanges, comme par exemple, non, je ne vais pas dire les mots, mais un échange qui est extrêmement bon. Il y a 2 versions, la version Pro qui prend en effet 20-30 points de base et la version Retail qui prend entre 4 et 5%. Et que nous, au maximum, on prend 1,5%. Si tu as des Swissborg tokens, tu es vite à 50 points de base, quoi. Ok, intéressant.
c'est peut-être le prochain sujet d'une autre vidéo sur la chaîne de Carlita Crypto. Quelle plateforme coûte le moins cher? Ouais, ça serait le moins Donc truc à faire, ce sera un sujet assez cool. Ouais. Écoute, merci en tout cas d'être venu et de nous avoir donné toutes ces réponses et ces insights. Et puis, on souhaite à Swissborg tout le meilleur. Merci. Et encore merci de me soutenir sur ma chaîne. C'est trop cool. Donc voilà. Merci à toi. À plus. À plus, ciao. Au revoir.